Trésor d'Afrique, notre patrimoine nous forme, nous individualise et nous rend dissemblables. Trésor d'Afrique, une plongée dans la splendeur de notre continent. Tirkifikia FM. Le Rwanda, une si longue histoire, un patrimoine commun, une civilisation unique déchirée par la colonisation, un vieux royaume qui renaît de ses cendres. Eugène Ebodé, auteur camerounais, a consacré un ouvrage au Rwanda. L'écriture d'Eugène nous mènera à la rencontre de Scholastique Mukasonga, autrice mais également survivante du génocide. Nous terminerons notre rendez-vous avec une note d'espoir, la jeunesse. La jeunesse rwandaise et son implication dans la préservation du patrimoine culturel rwandais. Eugène Ebodé, originaire du Cameroun, ancien international de football. On parlera de tout. Le roman Souveraine magnifique qui nous raconte le retour sur le génocide du Rwanda. C'est plus que cela, c'est le retour sur une tragédie africaine qui s'est appelée la colonisation aussi, puisque le Rwanda a été à la fois donné aux Allemands en 1884 pendant la conférence de Berlin. Ensuite, après la Première Guerre mondiale, il est tombé dans les mains des Belges. Et les uns comme les autres ont voulu appliquer dans ce pays des idées qui n'étaient pas du tout celles auxquelles on se serait attendu venant de gens civilisés. Puisque la première chose qu'ils ont voulu faire, c'est de distinguer les populations qui vivaient au Rwanda depuis au moins le premier millénaire avant Jésus-Christ et qui vivaient de manière pacifique. Il n'y avait jamais eu des affrontements aussi rudes que ceux qui se sont produits en gros au milieu du XXe siècle. Et donc les Allemands qui sont arrivés ont appliqué un peu les thèses à la Gobineau. Et ces thèses ont produit le résultat effroyable qu'on a vécu en 1994. Et donc pour aller vite, la question rwandaise repose la question du partage de l'Afrique, repose la question des frontières non dites, puisqu'à l'intérieur d'un même pays, on a voulu distinguer les Tutsis par leur physique, et puis ces canons de la beauté les distinguent pour gouverner. Et ceux qui ont des traits un peu disgracieux, sont un peu courts, eh bien ma foi, ils ne sont faits que pour servir. Avec de telles idées, vous voyez où est-ce qu'on pouvait aller au fond, contre le mur. Le mur a été rude. En 1994, ça a été une politique quasiment d'extermination. Mais je dois dire que ceux qui ont installé le poison n'ont pas forcément obligé les autres à le boire, à ce point. Et là, ils l'ont bu goulûment et exercé les uns sur les autres des choses tellement épouvantables que lorsque je suis allé en 2000, dans une opération qui s'est appelée Écrire par devoir de mémoire, je m'étais dit que jamais je n'écrirais un texte là-dessus. Jamais. C'était trop. Et il y avait eu pas mal de textes. Puis finalement, je me suis jeté à l'eau. Je me suis dit, bon, on va essayer aussi de donner la parole aux victimes, et pas seulement aux victimes, à d'autres personnes qui peuvent être considérées, de mon point de vue, comme des justes. J'ai entendu beaucoup de commentaires de la part des Rwandais eux-mêmes. J'ai entendu des témoignages de survivants. J'ai entendu des témoignages d'universitaires qui me semblaient d'ailleurs comme si on avait du mal à tirer des leçons de l'histoire qui est pas loin, pas lointaine, si lointaine que ça, qui est là encore. Et le côté de la rancœur n'est pas bon conseiller au fond. Ce genre de choses que l'on retrouve aussi d'ailleurs parmi un des témoins scolastiques. Mukasonga, prix Renaudot 2013, janvier 2013 me semble-t-il, Notre-Dame du Nil, que lorsqu'elle revient, elle trouve toute sa famille exterminée, une douzaine de personnes, et elle qui n'a pas vu sa maman depuis fort longtemps, considère chaque feuille blanche de son livre comme une partie du linceul dans lequel... Un linceul de papier, dit scolastique, à propos non seulement de sa mère, mais de tous ceux qui ont été tués pendant ces heures horribles. C'est terrible. Je suis Mukasonga, scolastique, rwandaise,
écrivaine, je vais surtout lutter contre l'oubli parce qu'il faut partir de l'histoire, quelle que soit cette histoire, pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Et par ce biais, sauver ce qui allait tomber sous la machette et dans les fosses communes, les sauver de l'oubli. En apprenant à lire et à écrire, et à bien écrire, pour devenir aujourd'hui écrivaine, je devenais absolument la gardienne de la mémoire de ceux qui ne sont plus. Et je construisais une sépulture qu'ils n'ont pas eu. Quand je retourne au Rwanda, ce que je fais souvent, et quand je vais dans mes villages de Nyamata, dans le regard de ces petites jeunes filles collégiennes, lycéennes, on voit bien en effet qu'aujourd'hui, le message est passé. Nous avons en effet fait du chemin. Il y a eu la reconstruction du Rwanda, autant matérielle qu'humaine, mais il faut continuer dans la justice. Et pour arriver à la justice, il faut que la vérité soit dite. La vérité de tout ce qui va. C'est vrai, les machettes ont été tenues par des Rwandais. Ça, c'est une évidence. On est responsable. Nous sommes aussi au bas des accusés. Parce que là, c'est la conséquence. Et c'est pour cela que je suis allée à la cause, plus loin. Comment on en est arrivé là? C'est-à-dire que ceux qui ont fermé les yeux, ceux qui ont détourné le regard, ceux qui nous ont laissés dans ce triste destin qui a été créé, malheureusement les choses quand même, ce n'est pas la peine de tourner autour du pot. Ce qui nous est arrivé, c'est une création depuis la colonisation. Donc aujourd'hui, tous ceux qui sont responsables de ce qui est arrivé à ce peuple rwandais, je pense qu'il ne faut pas nous demander de refouler, d'oublier, de passer à autre chose. C'est notre histoire. Le génocide, c'est de la communauté internationale. C'est une histoire commune. Je ne veux pas parler directement de ceux qui ont été concernés par ce drame. Ils le savent. Et aujourd'hui, ils nous demandent de passer outre, d'oublier. Dans ces pays, un génocide, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, il faut absolument revenir sur cette phrase qui est grave, qui est énorme. Et tant que les choses n'ont pas été faites autour de cette phrase pour dire que oui, le génocide était grave dans ces pays. Donc, c'est ce qu'aujourd'hui nous attendons. Nous avançons, nous les Rwandais, il faut aller sur place au Rwanda. Nous essayons de vivre ensemble. La première chose que nous avons fait, on a absolument éradiqué la carte d'identité ethnique qui n'a pas été créée par les Rwandais, qui a été créée en 1930 sous la colonisation belge. Donc, la première chose que nous avons éradiquée, c'est cette carte d'identité ethnique. Aujourd'hui, tous les Rwandais ont une carte d'identité nationale, comme vous, comme moi. Nous, les Rwandais, on fait de notre mieux. On a même été chercher les tribunaux populaires pour essayer justement de donner la parole aux bourreaux et aux victimes, parce que dans le drame, dans le génocide du Rwanda, la particularité du génocide du Rwanda, c'est qu'au lendemain du génocide, victimes et bourreaux devaient vivre ensemble côte à côte dans les villages. On n'a pas les détenus dans un pays où il n'y a jamais eu de détenus, il n'y a jamais eu de région Hutu, tout le monde habite ensemble et tout le monde parle la même langue, le Kinyarwanda, qui est notre force. Mais ceux qui ont absolument attisé, encouragé, formé, aujourd'hui, ils doivent aussi absolument accepter de se mettre autour de la table, de mettre à plat les choses. Le mal a été fait, mais que nous sommes des humains. Ce qui compte, c'est qu'à un moment donné, il faut reconnaître la faute et demander pardon. La justice ne peut jamais rester définitivement sourde. Nous entendons que c'est un pas, c'est la porte qui est ouverte. Nous attendons la suite, vers la reconnaissance que les Rwandais étaient des êtres humains dont le premier droit est de vivre. Il est vrai qu'à force d'écrire, je le dis souvent, j'ai réussi à extraire tout ce poison qui était pesant dans moi. Depuis la naissance, je n'ai vu que les humiliations, la négation de notre statut d'être humain jusqu'à être appelé des cafards et des Inyenzi. Et l'écriture m'a aidé à sortir ce poison petit à petit jusqu'au grand boom de Notre-Dame du Nil qui a été absolument bien accueilli, qui a été reconnu et qui a extrait tout ce qui était lourd en moi. Maintenant, en effet, je me suis sentie libre parce que jusque-là, j'écrivais sur ce que j'ai vécu, sur ce que j'ai vu. Même Notre-Dame du Nil qui est fiction, mais quand même, c'était sur un socle des expériences de vie que j'ai vécues. Là, c'était des conséquences. Je suis allée à la cause. Je compris vite que je ne pouvais pas dire que j'étais rescapée, mais que je suis survivante. Quand on a massacré toute la famille, et surtout à Nyamata, dans mon village de Gitagata. Mais je n'avais pas d'autre choix que d'être la gardienne de la mémoire, et la meilleure façon de garder la mémoire, c'était l'écriture. Nous sommes dans les années
1930. Le Rwanda, ancien protectorat allemand, est placé depuis 1920 sous mandat belge par la Société des Nations. Le pays est le théâtre de la rivalité entre les différentes confessions chrétiennes. Les Rwandais sont écartelés entre leurs traditions et les influences extérieures qu'entendent leur imposer les colonisateurs et les missionnaires. Les colonisateurs belges s'appuient essentiellement sur les missions catholiques. Les pères blancs sont présents au Rwanda depuis 1900. Ils sont arrivés au Rwanda presque en même temps que les Allemands, les premiers colonisateurs, donc en 1898. L'arrivée des Anglicans a créé déjà une faille entre les Rwandais, parce que c'était déjà nouveau et qui prêchait autre chose. C'était un scandale. Justement, ça s'est passé à Gahini. Ils ont confessé en public. En 1931, les Pères Blancs triomphent. Ils ont obtenu la destitution du roi Musinga, hostile aux missions, et son remplacement par un de ses fils, Rudahigwa, qui est favorable au catholicisme. Les Pères Blancs célèbrent la tornade du Saint-Esprit. Le Rwanda est devenu le bastion du catholicisme en Afrique. Ces conversions en masse s'accompagnent d'un déracinement profond, diabolisation des croyances anciennes, mise à l'écart, persécution des gardiens de la tradition. Je suis allé absolument plus loin que le génocide, chercher l'origine. Qu'est-ce qui a fait qu'on est arrivé dans cette galère? Et l'origine, déjà, c'est le déracinement. C'est la culturation. C'est-à-dire le fait qu'on était devenu comme un peuple artificiel, à qui on avait dépossédé la culture, la tradition. On nous a un peu brutalisés, mais en même temps, il y a eu des écrits. Pour écrire, par exemple, à Kibogo, je suis allé dépoussiérer les archives. Et donc, il y a des écrits qu'on trouve et qui nous permet de retrouver cette écriture. Mais au Rwanda, pour qu'ils puissent se reconstruire et revivre ensemble, ils ont été obligés d'aller rechercher l'écriture traditionnelle, retrouver ce qui faisait qu'ils vivaient ensemble, retrouver pas uniquement pour reconstruire les victimes, mais reconstruire aussi les bourreaux, qui aussi sont en souffrance. Comment un voisin, parce que le génocide du Rwanda, c'était un génocide de voisinage. On vivait ensemble, sauf à Nyamata, c'était la particularité. Mais dans les villages du Rwanda, on vit ensemble, côte à côte, face à face. Et dans les villages, on ne peut pas se passer de son voisin. On a besoin de son voisin pour survivre. La première chose qu'on est allé déjà chercher, qui nous a sauvés au Rwanda, c'était d'aller chercher nos tribunaux traditionnels qu'on appelle Gacaca, et qui permettait justement de donner la parole au bourreau et à la victime. Parce que je pense qu'on se construit, le dialogue, c'est la première chose à pouvoir dénouer pour pouvoir avancer. J'essaye de mon mieux, je cherche la tradition. Parce qu'au Rwanda, on n'a pas tué que les humains, on a tué aussi la tradition. Quand on parle de responsabilité, on parle de gouvernance aussi, hein, Eugène Ebaudet, hein, c'est incontournable. La responsabilité, elle est partagée. Tout comme d'ailleurs, moi je militerai pour, c'est un autre volet, sur les remèdes, sur une souveraineté, elle aussi partagée. Alors, restons sur la responsabilité. Dans le droit, elle est individuelle. Individuelle, on te juge en fonction des actes que tu as posés, on apporte la preuve de ta participation, de ta culpabilité ou non. Si elle est avérée, tu dois être condamné. Si les preuves sont insuffisantes, eh ben, au bénéfice du doute, etc., on te relâche. Sur le cas rwandais, en restant sur l'axe de la responsabilité, on s'aperçoit qu'il y a eu un tribunal pénal international qui juge les responsables, donc ceux qui ont participé aux actes de génocide. Et ma foi, pour la plupart, ou disons pour l'unique part, ce sont des Rwandais. Or, on sait quand même qu'il y a aussi eu des soutiens aux activités criminelles, une logistique mise en place. Et là, je trouve que la question de la responsabilité sur le plan pénal et juridique, elle nécessiterait un certain élargissement pour appeler autour de la table ceux qui ont armé le bras et qui l'ont fait sciemment, qui l'ont fait aussi au nom de leurs intérêts de marchands. Et donc, le circuit économique lui-même est assez vicieux et pernicieux dans le cas où les situations dégénèrent. Il s'est avéré que au Rwanda,
l'armée française a déclenché en février 1993 une opération qui s'est appelée du nom d'opération Chimère. Ah, quel joli mot, Chimère, opération Chimère. Une vraie chimère d'ailleurs. Oui, oui. Chimère parce que c'était le lieu où les télécommunications militaires s'exerçaient. Et l'opération Chimère a été une décision du gouvernement français de l'époque pour encadrer une armée en déroute, l'armée des phares, les forces armées rwandaises. En dehors des circuits normatifs qui étaient exigibles à l'époque, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale n'a même pas eu à connaître que l'armée allait mener une opération extérieure. Donc les bases légales étaient fragiles et je ne comprends pas qu'on ne puisse pas invoquer là une responsabilité d'un État qui nous annonce toujours qu'il agit au nom du droit. Et là, les règles du droit ont été bafouées. Enfin, je trouve qu'il y a quand même sur cette affaire des légèretés qui ne sont pas tolérables. La spoliation civilisationnelle, c'est-à-dire que même si l'Occident est intervenu, nous a dit bon, vous êtes des arriérés, on va vous montrer comment on fait. On n'était pas non plus obligés de nous défaire de nos structures. Les sociétés fonctionnent aussi sur leurs structures et c'est sur lesquelles qu'elles s'appuient pour parler au monde. Et là, on a nous-mêmes aussi abandonné nos structures et heureusement que ça n'a pas totalement disparu. Fort heureusement. Parce que sur le cas du Rwanda, les Gacaca ont été convoqués pour parer aux insuffisances de la justice moderne. J'en parle donc dans Souveraine Magnifique pour dire que la Gacaca condamnait, pas aussi sévèrement que le tribunal moderne, mais condamnait le coupable si toutes les preuves étaient apportées. Et puis, elle réparait aussi, elle a essayé de remettre du lien dans la société, de réunir à nouveau, de dépasser l'horreur et de réconcilier. Oui, le tribunal coutumier a réussi à réconcilier, un peu comme Mandela l'avait fait, l'opération Réconciliation et Vérité en Afrique du Sud. Et les Gacaca s'en sont inspirés et ont prononcé des verdicts vraiment étonnants. Condamner le coupable, mais aussi réconcilier. Et comment? Elle donnait une vache au bourreau et à la rescapée, pour qu'autour de la vache, on reconstruise du dialogue social. Le criminel et la rescapée allaient traire la vache et puis mutualiser le produit et en tirer un usufruit qu'ils répartissaient à parts égales. Je trouve que ça a été vraiment intéressant. Ça a montré que la société traditionnelle n'était pas aussi dégueulasse. On a essayé de nous le vendre et de nous le démontrer. Voilà des petites choses que j'ai essayé de montrer. Au travers de l'ouvrage, je rappelle le titre Souveraine Magnifique consacré au Rwanda, son passé, son actualité et peut-être quelques éléments sur son devenir. Merci beaucoup, Etienne Ebodé. On se reverra certainement. Slama, Algérie. Aujourd'hui, le Rwanda, ses auteurs, ses artistes, œuvrent pour non seulement raviver la mémoire, tisser les fibres du pardon, s'unir, mais aussi pour porter les symboles culturels de leur pays haut à travers le monde. Cédric Misero, danseur, comédien, designer et metteur en scène, a rassemblé sur sa colline plus de 150 artistes et villageois autour de son Umunyana. Sur les montagnes qui surplombent le lac Borera, des voix s'élèvent. J'ai grandi à la campagne, c'est ce qui m'inspire, les histoires, l'originalité des choses, les sons. Je viens d'une famille de fermiers. C'est pour ça que je ne veux pas m'éloigner de cet univers. Il y a 7 ou 8 ans, c'était un moment où je pensais que les villageois n'étaient pas assez visibles. Je voulais qu'ils le soient et j'ai utilisé la mode et l'art comme des outils pour parler d'eux et de leur passion. Mais je ne portais pas leur voix tant que ça.
Ils ont déjà une voix pour eux-mêmes. Ils sont là, on les voit et ce sont eux qui nous nourrissent. And they are there. We see them. They are the one who feed us. Le rêve de Nyeri Day parle de la lumière, du vide et du silence. Il y a de la musique aussi, des chorales, des célébrations, de la couleur. C'est une collaboration avec tout le monde. Il y a des chanteurs, danseurs, des peintres, des sculpteurs, et tout ça devient un seul tableau que je mets en scène. Les villageois vivent d'une façon artistique. Ils sont amoureux de la beauté. Ils ont tout cet univers artistique dans leur vie. C'est une œuvre de ma collection. Elle parle de la mort, elle s'appelle Protection. Je voulais que l'ensemble et les couleurs soient bien coordonnés avec la performance. L'histoire du génocide contre les Tutsis est devenue une tâche de naissance. On ne peut pas l'effacer. Cela a forgé nos compréhensions. C'est pourquoi la lumière est importante. Quand je parle de la lumière, c'est parce que nous sommes la génération qui a accepté d'ouvrir nos cœurs et d'y faire entrer cette lumière. L'art exprime cela. Il y a aussi l'idée de pardon et de vivre ensemble. C'est ce qui nous fait rêver. Je suis dans un moment là où j'essaie vraiment de vivre dans les moments de venir au monde, mais aussi dans les moments de quitter le monde. Pour moi, c'est très spécial parce que, comme vous l'avez vu, c'est beaucoup d'artistes rwandais et c'est des amis à moi et qu'avec l'idée des Dreaming Nyeri, ça m'a vraiment beaucoup parlé. In the world of being, through highs and lows. Être aux alentours de la nature, être ici à écouter les arbres. Nyeri. wirukane umwijima umuto utahe mu mutima wanjye uragaha. Je m'appelle Kakeze Jemima, je suis une artiste peintre. Je suis aussi commissaire des expositions pour femmes à Kigali. En tant qu'une femme artiste, j'avais pas assez de visibilité pour pouvoir vivre de mon art. Quand j'ai commencé à faire des expositions ou même chercher des opportunités pour les femmes dans l'art visuel, c'était plus une solution pour mon problème, mais aussi je voulais partager avec les autres. Quand tu regardes l'histoire du Rwanda, les femmes ont toujours été dans l'art. Quand on parle de l'art de Imigongo, les motifs décoratifs rwandais, ça a toujours été fait par les femmes. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans le silence. Et s'il y a des espaces pour apprendre des autres, partager, il y a beaucoup de choses qu'on peut changer dans notre communauté. Les guerres intestines ont un impact sur les cultures et les traditions d'un pays. En dépit des tentatives d'anéantissement de l'unité culturelle du Rwanda, le patrimoine a été préservé par ses gardiens et ses gardiennes. Janie Chinue enseigne la technique traditionnelle de l'imigango aux femmes rwandaises. Moussa Twairoi, designer, fait voyager ce patrimoine.
Ça commence à venir. Il faut mouiller le doigt avec de l'eau pour l'appliquer correctement sur la ligne. Ma fille étudie pour être ingénieure, mais j'insiste pour qu'elle apprenne aussi l'imigongo pour son avenir. Cette tradition m'a été transmise par ma mère. Ça fait partie de notre héritage. À l'époque, chaque femme devait savoir faire l'imigongo pour décorer sa maison. L'art imigongo, c'est notre héritage. C'est ce que je veux partager avec le monde entier. Au Rwanda, nous avons cet art, ces motifs très particuliers. Et je veux les mettre en valeur dans l'industrie de la mode. Aucun autre styliste rwandais avant moi ne les a utilisés. Je veux vraiment garder cet héritage vivant. C'était le Rwanda, un bref aperçu sur son histoire, sur ses douleurs et sur ses espoirs. Trésor d'Afrique, il reviendra en avril prochain afin de célébrer la journée consacrée à la réflexion sur le génocide de 1994. La semaine prochaine, à la demande des auditeurs, nous nous retrouverons le même jour, chaque dimanche, à partir de 10h pour une version longue de 52 minutes de Trésor que je vous ferai découvrir. N'oubliez pas qu'Ifriqiya FM, c'est la voix africaine.